Voilà. Donc, on va commencer et on enregistre comme ça, on envoie. Cela dit, j'ai assez régulièrement des demandes, et puis il y a des gens qui arrivent à se brancher, d'autres pas. Enfin, bon. Donc, je suis très honoré, très heureux de recevoir le professeur Stanislas Paul, qui a été mon chef. On se connaît depuis 40 ans, globalement, à peu près, donc on ne va pas le dire, et qui a marqué l'histoire de l'hépatologie, mais je ne vais pas dire ça comme ça, parce que ça te fait avoir l'impression d'être très vieux, mais c'est vrai que sur l'hépatite, les hépatites, et puis je me rappelle quand tu travaillais justement avec VHE sur le nestic PCR et des trucs comme ça, enfin des mots. Voilà, c'est lui qui a mis en place plein de choses et beaucoup de traitements aussi, et qui maintenant, c'est ça qui est bien avec le foie, c'est que vous arrivez toujours à trouver un truc. Et là, on est beaucoup dans les stéatopathies métaboliques, donc c'est plus la NASH, c'est la MASH. Et pour les plus anciens, j'espère qu'il y a un clin d'œil quand même, une MASH qui a versé notre enfance à certains côtés, mais plus personne, plus grand monde connaît probablement. On t'écoute avec plaisir. Eric, merci pour l'invitation et l'introduction. Donc, je m'occupais du service des pathologies à Cochin et je suis à la retraite depuis 15 jours. Donc, c'est tout nouveau, mais je continue d'avoir quelques consultations juste à côté de Cochin, parce que je suis censé désorienter si je pars trop loin. Le truc, et puis moi je vais te laisser. Mais bon, j'ai longtemps été à Beauclerc, pendant 15 ans. Et avant, donc, j'ai fait 44 ans à la pêche. Donc, c'est terminé. Et tu as survécu. Donc, en effet, mon expertise, c'était vraiment les hépatites virales, mais pour rester dans l'air du temps, il y a eu vraiment des développements sur ce qu'on appelle maintenant les stéatopathies métaboliques. Et donc, Eric m'a demandé d'en parler. On parlait aussi de NASH historiquement pour non-alcoolique stéatohépatitis, donc stéatohépatite non-alcoolique. Et puis ça s'est transformé depuis 2 ans en MASH. Donc c'est Metabolic Associated Disorders, stéatohépatitis. Donc je vais vous montrer ça, un élargissement, on va dire, des définitions, ce qui ne change vraiment rien du tout à la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Voilà, donc, attends, je ne sais pas si... Apparemment, je n'arrive pas à faire. Bon, donc, je vais vous parler de définition, d'épidémio, de diagnostic et de traitement. Diapositive suivante. Bon, la terminologie, donc, avant 2003, c'était assez simple. On parlait de stéatopathie non alcoolique, c'est une aphorie, et il y avait en fait deux séparations en fonction de niveau d'atteinte hépatique. Très majoritairement, et ça c'est un nombre, on va le voir, très important dans la population générale, qui est une stéatose, juste du foie gras. Donc, situation observée chez à peu près 25% de la population mondiale. La stéatose, les caractéristiques, c'est que en dehors du gras, c'est évidemment important, il n'y a pas d'inflammation, mais comme il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de fibrose. Donc, dans les maladies hépatiques, quand il y a de l'inflammation, on développe de la fibrose, de la cicatrice, comme dans les maladies. La différence du foie et du rein, du poumon, c'est qu'il y a tout un système de remodelage de la fibrose qui fait que quand vous avez peu ou pas d'inflammation, vous avez la possibilité de remodeler et de réparer. C'est pour ça que dans les pathologies hépatiques fibrosantes, quand on contrôle ce qu'on a bien montré pour les hépatites virales, la cause de la maladie hépatique, on va avoir un remodelage de la fibrose. Donc, on va même voir les réversibilités de la cirrhose. C'était vraiment un gros sujet du service il y a une quinzaine d'années, parce qu'on l'a observé globalement sur des séries de patients qu'on traitait pour des maladies hépatiques principalement virales. Et on l'a observé chez les patients néphrologiques, qu'ils soient ou non transplantés rénaux, donc toujours pour des maladies virales, mais c'est vrai aussi pour des maladies métaboliques liées à la surconsommation d'alcool ou pour des pathologies auto-immunes. Donc c'est juste pour dire la stéatose, bon, c'est un peu de foie gras, c'est pas fréquent, ça ne pose pas de soucis. Et en fait, dans une situation, on fait une surveillance assez espacée des patients. Le point de cette surveillance, c'est d'identifier d'éventuelles transitions de la stéatose à la stéatohépatique. Dans la stéatohépatique, la NASH puis la MASH, il y a du gras, mais il y a aussi de l'inflammation. Et si évidemment cette inflammation persiste, il y a de la fibrose qui se développe. Donc les patients avec NASH ont un risque de fibrose, de cirrhose, et par là même un risque de cancer. Voilà, donc pendant très longtemps,
faisait un diagnostic, on va le revoir sur l'échographie pour la stéatose, et ensuite on évaluait globalement les conséquences hépatiques de cette stéatose par éventuellement une biopsie. La suivante, donc ça c'était l'histoire naturelle, qui n'a réellement pas changé du tout. Donc de la pathologie très simple pendant très longtemps. Évidemment, si on fait le diagnostic au stade de stéatose, où il y a une infiltration donc, des hépatocytes, ça c'est la stéatose macrovasculaire dans plus de 5% des hépatocytes, on va faire des recommandations hygiéno-diététiques principalement pour les patients, et puis surveiller les patients sans beaucoup d'arrière-pensée pour dépister une éventuelle transition de 20% vers cette pathologie où on retrouve en fait toute l'histoire des maladies hépatiques. Là, je vous parle de stéatopathie, mais quelle que soit la cause de la maladie hépatique, quand il y a une inflammation, il faut identifier l'étiologie pour permettre en fait une intervention thérapeutique efficace. On a à peu près dans toutes les étiologies de maladie hépatique. Et pour éviter évidemment la constitution d'acide. La suivante. Alors là, on est passé donc dans une nouvelle définition. En fait, couvre toutes les pathologies, on va dire, stéatosiques du foie, donc de la MASH jusqu'aux étiologies rares ou inconnues. Donc, je ne parlerai pas du tout de ces causes qui sont pas liées aux stéatopathie métabolique, mais c'est pour nous principalement des atteintes médicamenteuses. Donc, il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent entraîner des stéatoses. Là, le plus caricature, ça a été la dépakine au moment de son développement, où il y a eu des descriptions de microstéatoses diffuses, éventuellement mortelles, nécessitant des transplantations hépatiques. On n'en parle plus du tout, on n'en voit plus du tout d'ailleurs chez les patients qui prennent de la dépakine, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est assez différent des macrostéatoses qu'on voit, c'est de la microstéatose. Et puis bon, il y a d'autres causes qui peuvent être à l'origine de stéatose, donc des pathologies pas très fréquentes, des déficits en lipase acide lysosomal. Il y a des traitements maintenant, c'est des super rapides. À un moment, on a estimé un nombre de patients avec des stéatoses pour identifier quand les mutations de ce gène identifier des patients, on n'en a jamais trouvé. La maladie de Wilson, ça on en voit, mais c'est un risque de 1 pour 1 million à peu près, donc vraiment pas très fréquent. Et puis les autres causes sont vraiment des causes rares et qu'on ne voit pas nous en épidémie. Et puis parfois, particulièrement avec les infections par génotype 3, on peut avoir de macrostéatose dans les infections liées au virus de l'hépatite C. Et puis dans les maladies cœliaques et les malnutritions, où, comme la prise de poids, la perte de poids peut être associée à des stéatoses, avec d'ailleurs les mêmes conséquences. Il y a d'ailleurs dans les pathologies métaboliques des stéatoses maigres, qui représentent un tiers des patients qu'on voit, qui sont probablement liées à des anomalies génétiques principalement, et qui ont des pronostics moins favorables, si on peut dire, que les stéatopathies du surpoids. Voilà, donc je ne vais pas parler du tout de ces causes-là. Dans les causes médicamenteuses, il y a aussi, je vous en parle parce que ça a été une discussion éternelle, le méthotrexate. Donc, le méthotrexate n'est pas hépatotoxique, il n'est pas profibrosant. C'est juste parce qu'à l'époque où ça a été suggéré, les patients qui avaient des pathologies, notamment du psoriasis, rhumatologique, et étaient des surconsommateurs d'alcool, pouvaient avoir des maladies virales qui n'avaient pas été identifiées parce qu'on n'avait pas encore de diagnostic à cette époque-là. Mais en réalité, on sait aujourd'hui que globalement, le méthotrexate n'est pas hépatotoxique, si ce n'est qu'il y a une trentaine de cas de stéatose, de stéatohépatite, qui ont été bien documentés. Moi, j'ai vu 2 patients comme ça, donc c'était aussi pour des polyarthrite rhumatoïde, introduction du méthotrexate, anomalie biologique hépatique. Les rhumatologues demandent toujours, parce que c'est dans les recommandations que j'ai faites d'ailleurs, sur le suivi des patients traités par méthotrexate, de faire un suivi biologique au départ et ensuite un suivi annuel de la fibrose. Donc, on a vu ces quelques cas très rares de patients qui développent des anomalies, on dit aussi que le stéatohépatite disparaît avec la rhumatologie. Mais c'est vraiment des éléments très minoritaires. Donc, le message pour nous avec le métaux, c'est qu'on peut l'utiliser même quand il y a des maladies hépatiques sous le sang. Voilà, donc on va parler surtout de la MASH.
qui va globalement des maladies purement métaboliques aux maladies alcooliques du foie. C'est ça la seule différence par rapport à l'ANASH antérieurement. Vu que l'ANASH, les patients étaient censés ne pas avoir de consommation d'alcool, ou ce qu'on considérait comme une consommation non à risque, c'est-à-dire moins de 2 verres par jour pour les femmes, moins de 3 verres par jour pour les hommes, sachant que ces recommandations pour une consommation à risque ont été révisées très largement à la baisse par l'Organisation mondiale de la santé. Et maintenant, on n'a plus le droit qu'à 5 verres de vin par semaine, avec 2 jours sans alcool, c'est assez restrictif. Et donc, c'était comme ça qu'on incluait les patients dans le protocole NASH, il n'y avait pas d'alcool. Et donc, aujourd'hui, dans les stéatopathies métaboliques, on a un spectre qui va de la maladie purement métabolique, que vous avez ici, à la maladie alcoolique du foie. Donc, on autorise dans une terminologie de MET-ALD le fait de pouvoir boire avec donc des patients qui ont des stéatohépatiques plutôt métaboliques, plutôt liées à l'abus d'alcool ou des stéatopathies mixtes en fonction globalement de leur consommation d'alcool. Voilà. De toute façon, sur le plan histopathologique, c'est exactement les mêmes anomalies. Donc, de l'inflammation avec l'allonisation hépatocytaire, de la fibrose, des corps de Mallory. Donc, on n'a pas la possibilité de vraiment distinguer l'un des autres. Et puis, vous savez que, certes, il y a des éléments biologiques d'identification de l'alcool aujourd'hui un peu plus efficaces que le déclaratif antérieur. On sait qu'il y a très largement tendance à sous-estimer la consommation régulière d'alcool. Voilà, on va passer à l'épidémiologie. Donc, pathologie ultra fréquente pour laquelle on s'interroge principalement sur ces facteurs de risque. Donc, souvent à partir d'un certain âge, sachant qu'il y a évidemment aussi avec l'explosion de l'obésité des formes pédiatriques, un sexe masculin ou féminin plutôt après la ménopause, avec toujours dans les maladies hépatiques un rôle protecteur des oestrogènes, en dehors bien sûr des adénomes hépatiques, des risques plus élevés chez les sujets d'ethnie asiatique ou hispanique et ayant un polymorphisme de multiples gènes qui ont été identifiés. Le principal reste quand même le gène de PNPLA3, qui est l'adiponutride, qu'on retrouve en fait dans toutes les maladies hépatiques comme étant associé à un risque plus élevé de fibrose, mais qu'on ne teste jamais en pratique régulière. Donc ça, c'est dans les études. Et globalement, on se pose la question de la MASH quand il y a un de ces éléments métaboliques, principalement l'obésité, le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie. Donc pendant très longtemps, c'était 3 de ces critères associés à de la stéatose qui permettait de faire un diagnostic de stéatopathies métabolique. Se rajoutent d'autres comorbidités, syndrome d'apnée du sommeil, pathologie cardiovasculaire, qui vous voyez là tout un ensemble de pathologies, et notamment le syndrome des ovaires polykystiques. L'insuffisance rénale chronique, je pense, va directement avec la maladie cardiovasculaire. Et puis pour le reste, je pense que c'est moins intéressant de l'inclure dans le diagnostic. Donc nous, précédemment, c'était 2 à 3 de ces marqueurs associés à l'OST. Diapositive suivante. Donc, la stéatopathie métabolique est complètement en fait parallèle à une poussée de l'obésité dans le monde, à l'hypertension artérielle, à la dyslipidémie. Et là, vous voyez globalement donc l'évolution de la prévalence de l'obésité en France, hein, du fait de cette augmentation indiscutable de surpoids et l'obésité, on a une augmentation majeure des stéatopathies métaboliques qui sont en train de devenir aujourd'hui, derrière le cancer du foie, la première cause de transplantation hépatique, par exemple, et qui le sont déjà aux États-Unis, incluant d'ailleurs évidemment beaucoup de cancers survenant sur des stéatopathies métaboliques. La suivante. En parallèle aussi sur l'augmentation du diabète de type 2, qui est évidemment aussi associée à l'augmentation du surpoids. Je vous rappelle qu'en 2002, la prévalence du diabète, c'était 6,3% en population générale, donc un nombre majeur
de sujets atteints et je vous dirai quelques mots sur les particularités chez les patients diabétiques parce que c'est quelque chose qui a été longtemps sous-estimé. Diapositive suivante. Donc, vous avez là les données du choix métabolique dans la population générale adulte. Donc, je vous ai dit 25% à 30%. Il y a des variations évidemment en fonction des zones géographiques. Les champions, c'est quand même au Moyen-Orient, c'est un gros tiers de la population. En Afrique subsaharienne, on est plutôt aux alentours de 15%. En Europe, plutôt aux alentours de 25%. Vous voyez que c'est une pathologie pour le foie métabolique extrêmement fréquente qu'on va avoir à gérer. Évidemment, cet équilibre de foie métabolique. La suivante. Alors là, ce sont des données françaises sur une cohorte qui s'appelle la cohorte Constance, qui a plus de 150 000 sujets de la population générale, et pour laquelle il y a donc un suivi longitudinal sur 8 ans. Et donc, ont été analysées la fréquence des stéatopathies métaboliques et de la fibrose hépatique en utilisant des tests non invasifs de fibrose. Ils ne sont pas comme ceux qu'on utilise habituellement pour l'évaluation de la fibrose dans ces pathologies. Le test de Forbes a été développé à Barcelone pour les hépatites C. Mais bon, les résultats pertinents, c'est juste pour vous dire, voilà, on est globalement à 18% en France en population générale de stéatopathie métabolique, donc stéatose. Et quand on regarde donc, chez ces 18%, c'est aux alentours de 3% pour une fibrose extensive appréciée donc, par le test de Forbes, test assez simple à réaliser, qui prend en compte les transaminases, la gamma-GT, les plaquettes et le cholestérol. Et quand on regarde en fait la mortalité globale et les événements hépatiques dans cette cohorte, en distinguant les patients donc, avec ou sans stéatopathie métabolique, vous voyez là sur le suivi de 6 ans, en termes de mortalité globale, en termes d'événements hépatiques, en termes de risque, donc il y a une différence très significative entre les patients ayant ou n'ayant pas de stéatopathie métabolique et en fonction du niveau de fibrose qui est apprécié par différents évaluateurs qu'on va voir. Globalement, le message, c'est hyper fréquent, comme le diabète, comme l'obésité. Deux, tous les patients n'ont pas une maladie hépatique, mais il est indispensable de pouvoir identifier relativement précocement l'impact en termes de fibrose de ces stéatopathies métaboliques du fait des risques de mortalité globale et mortalité hépatique ou événement hépatique. Alors, ça, c'est une confirmation de l'impact pronostic de la fibrose dans la mâche. Vous voyez que quand on étudie des fibroses modérées, donc on est sur une échelle qui va de 0 à 4, 0 pas de fibrose. 1 et 2, c'est des fibroses minimes à modérées. On a quand même un risque plus élevé donc, de mortalité, mais dès qu'on commence à considérer soit de la fibrose extensive, soit de la cirrhose, qui est F4, et que le risque de mortalité est extrêmement élevé, avec une mortalité d'origine hépatique qui est extrêmement précoce. Donc, du fait de la réversibilité potentielle des maladies hépatiques dont vous avez parlé, avec une prise en charge globalement précoce, c'est important de faire un dépistage efficace en population générale, en tous les cas dans la population identifiée comme population de risque, pour pouvoir proposer éventuellement des prises en charge thérapeutiques. Donc ça, c'est juste une confirmation donc, de l'impact négatif de la fibrose sur la mortalité globale, sur la mortalité hépatique. Encore une fois, ça augmente très significativement avec le risque de fibrose. Et le point important d'ici, c'est que, bien sûr, qu'il y a de la mortalité hépatique, mais ce n'est pas la première cause de mortalité chez ces patients-là, c'est la troisième cause. Et donc, globalement, c'est plutôt du risque de pathologie cardiovasculaire, des risques de cancer. La stéatopathie métabolique augmente les risques de tous les cancers, sauf du mélanome et des lymphomes. Mais globalement, que ce soit le
cancer du côlon, le cancer du sein, il y a un risque relatif de 2 à 3, associé en fait à l'inflammation chronique liée au syndrome métabolique. Et puis donc, très loin derrière, cardiovasculaire et cancer, apparaissent donc les mortalités hépatiques par les complications de la cirrhose et ou le cancer du foie. Donc c'est par définition une pathologie, non, c'est une pathologie systémique avec finalement des pathologies extra-hépatiques qui sont à l'origine des intérêts principaux, je trouve, pour les patients. Vous avez ici les risques relatifs en fonction du type de cancer. Et vous voyez que c'est vraiment l'inflammation chronique associée à la stéatopathie plus que le surpoids proprement dit qui rend compte donc de ce risque accru de cancer. Donc, évidemment, une petite tendance chez les patients d'excès de poids à avoir plus de cancer, mais c'est l'association avec la stéatopathie métabolique qui fait finalement la gravité en termes de risque oncologique de cette surcharge métabolique. Alors le diagnostic, c'est un diagnostic qui est très simple, ça c'est donc à partir de la définition nouvelle des MASH. On considère aujourd'hui qu'il y a une stéatopathie métabolique, s'il y a de la stéatose, et s'il y a plus d'un facteur de risque cardiovasculaire. C'est ce qu'on a évoqué, le surpoids, le périmètre abdominal que nous on mesure donc systématiquement chez les patients en consultation, avec des normes qui paraissent ici, hein, c'est évidemment des normes, des choses à discuter. Le diabète et prédiabète, avec pour nous surtout l'insulinorésistance, puisque l'insulinorésistance qu'on mesure avec le test de HOMA, donc glycémique multiplié insulinémique divise de 22,5. S'il est supérieur à 2,5, ça favorise la stéatose, qui majore l'insulinorésistance, et un cercle vicieux comme ça. Donc on n'a pas obligatoirement l'ensemble des facteurs de risque, mais l'insulinorésistance doit alerter sur le fait qu'il va y avoir une majoration de la stéatose et par là même une majoration de l'insulinorésistance et donc des risques de diabète, des risques de dyslipidémie et leurs conséquences vasculaires. La dyslipidémie, donc avec un HDL bas, l'hypertriglycéridémie et puis l'hypertension artérielle les jours. Donc vous voyez que c'est des diagnostics qui sont assez simples, qui vont concerner une population monstrueuse. C'est clair que c'est illusoire de faire du dépistage systématique et de masse. Et donc, ce qu'on recommande principalement, c'est de se poser la question de stéatopathie métabolique dans les situations où il y a des anomalies biologiques hépatiques, surtout de la cytolyse, mais ça peut être aussi parfois du cholestase, évidemment du surpoids et ou du diabète, et dans tous les cas, quand il y a de la stéatose. Alors, je vous montre ça parce que la stéatose, c'est un diagnostic simplissime quand on a une échographie. C'est ce qu'on voit ici, c'est un gradient hépatorénal. Donc, vous avez le haut cortex rénal droit qui s'appuie sur le foie. Et vous voyez évidemment que le foie apparaît brillant, donc hyper écogène par rapport au parenchyme rénal. Je vous dis ça parce que c'est sans doute évidence pour vous. Mais quand on regarde les échographies, vous avez fait d'ailleurs une comparaison rendu d'échographie et biopsie à une époque où on explorait dans une étude multicentrique nationale les anomalies biologiques hépatiques. Il y a à peu près un tiers des stéatoses qu'on voit à l'œil nu ne sont pas déclarées par la radiologue. Donc c'est juste pour dire, regardez les images. Et puis ici, vous voyez un gradient hépatorénal, comme on le voit pratiquement que dans des surcharges hépatiques en fer qui sont bien moins fréquentes, c'est que c'est probablement de la stéatose. Le foie brillant. La suivante, c'est je ne fonctionne pas. Donc là, il y a des diagnostics d'élimination, des diagnostics différentiels à faire, mais vu la fréquence des choses, c'est important évidemment de screener et d'éliminer toutes les autres causes de maladies hépatiques. Donc on le fait systématiquement. D'abord parce qu'il y a des traitements, ensuite parce qu'il y a des comorbidités qui évidemment augmentent la sévérité des hépatopathies sous-jacentes.
Donc, on check systématiquement les sérologies virales. Bien sûr, la consommation d'alcool et de tabac qui majore des risques de fibrose et des risques de cancer. Les surcharges wilsoniennes, les déficits en alpha-antitrypsine, c'est quand même une situation rare. Mais par contre, la surcharge en fer, c'est fréquent. Et puis là aussi, le principe, on élimine des pathologies dissimilitaires. Vous avez le bilan biologique hépatique, mais vous avez surtout des auto-anticorps, avec les anticorps antinucléaires, antimusculistes, antimitochondrie, et puis on a LKN1 ou FC1, mais donc, systématiquement, la prise en charge des patients, quand même, pour éliminer une comorbidité et puis éventuellement exclure une hépatopathie qu'on aurait pu considérer comme étant liée à la surcharge métabolique, on fait ce bilan systématique. On recherche d'autres causes de stéatose, encore une fois, les causes médicamenteuses dans les corticoïdes ne sont pas très fréquentes, ils sont parentérales, c'est les patients en particulier. Et ça, c'est vraiment des situations tout à fait minoritaires. Globalement, on s'assure en effet qu'il n'y a pas d'arrière-pensée là-dessus, mais c'est le plus souvent dans la pratique pas la question principale. La suivante. Donc, à partir de là, globalement, vous avez un foie gras. On se pose la question de facteurs de risque associés cardio-métaboliques, on les a vus, et puis de la consommation d'alcool. Et s'il y a la consommation considérée historiquement comme à risque, à ce moment-là, on va considérer très majoritairement et à juste titre qu'on est dans une situation de stéatopathie liée à un abus d'alcool. Et donc, c'est un diagnostic assez simple quand c'est présent. Si c'est absent, on se posera la question des causes que j'ai évoquées comme ne pas en parler. Pour les facteurs non cardio-métaboliques et l'alcool, c'est évidemment là-dessus qu'on va réussir à bien placer le patient dans l'éventail que je vous ai montré, de la MASH à la méthaltine à la pathologie alcoolique du foie. Donc ça, c'est la diapositive suivante. Donc, si vous avez la consommation d'alcool, globalement, il n'y a pas de maladie métabolique associée, c'est une pathologie alcoolique du foie. Ça reste une pathologie quand même très fréquente, même si la consommation d'alcool est en diminution dans la population générale, et notamment dans la population donc, jeune. Et à partir de là, il y a évidemment une nécessité de faire une évaluation de l'impact, à envisager une prise en charge addictologique si le patient ne peut pas seul réussir globalement à effectuer un sevrage efficace. Voilà. Alors, il peut y avoir toujours, dans le cadre de cette consommation d'alcool, si elle est moins importante, une pathologie intriquée, on va dire une stéatopathie mixte, alcool et métabolique. La suivante. Donc là, vous avez des diagnostics de stéatose et leur évolution en fonction de l'importance de la stéatose. Vous voyez que là, on n'a pas de gradient hépatorénal, et puis qu'on commence à le voir, et que évidemment, plus il est visible, plus il y a le graphe. Et ce graphe peut être quantifié par des IRM, des IRM PVF, et puis peut être aussi quantifié par un fibroscan qui, globalement, permet de mesurer un coefficient d'atténuation en plus de l'élastométrie. Et ce coefficient d'atténuation est considéré comme correspondant à une stéatose quand il est à plus de 235 ou 240 décibels par mètre. Donc c'est un diagnostic très simple sur les coups, une quantification assez simple, sachant que le fibroscan n'est pas absolument parfait pour l'évaluation de la stéatose. On a des faux positifs et des faux négatifs. On l'a aussi pour la fibrose, il faut le savoir. Et le scanner, on peut aussi faire de la quantification, mais c'est souvent beaucoup mieux fait avec l'IA. Voilà, donc une fois qu'on a un diagnostic de stéatopathie métabolique, ce qu'il faut faire, c'est une évaluation de la situation hépatique et donc évaluer la fibrose, parce que c'est ça qui va conditionner les risques ultérieurs. Donc, ce qui est dans les recommandations nationales et internationales, c'est la mesure du FIB4,
Le FIB4, je pense que vous connaissez, en tous les cas, c'est quelque chose de très simple que vous avez sur votre smartphone. Hein, donc, c'est pour contrôle du patient, les transaminases et les plaquettes. Donc, c'est un rapport avec donc, une mesure qui va vous permettre d'établir des situations où, globalement, il n'y a pas de fibrose, 1,3 ou moins. Des situations où il y a une fibrose extensive ou une cirrhose, avec des résultats supérieurs à 2,7 ou surtout 3,2, et puis des situations intermédiaires. Donc, globalement, vous avez un patient qui a une stéatose, qui a un facteur cardiométabolique, qui a pas de consommation d'alcool, pas d'autres causes de stéatogène ou autre. Vous allez considérer qu'il a une stéatopathie métabolique et vous allez mesurer le FIB4. FIB4 rassurant, on suit le patient tous les 2 ou 3 ans avec des recommandations hygiéno-diététiques dont je vais vous parler. Mais l'objectif de la surveillance, en plus bien sûr de l'évaluation du respect des règles hygiéno-diététiques, c'est vraiment de s'assurer de l'absence de transition entre la stéatose et la stéatohypatie. Vous avez une fibrose marquée, vous l'envoyez au spécialiste de façon à ce qu'il y ait une prise en charge spécialisée, évidemment des aspects hygiéno-diététiques, mais aussi de la partie pathologique, c'est dans une surveillance semestrielle, et éventuellement l'intégration dans des protocoles thérapeutiques, l'accès au monoprix. Et puis dans les situations intermédiaires, comme souvent, il est recommandé de faire d'autres tests d'évaluation. Ça reste quand même principalement l'élastométrie, ça peut être le fibroscan, ça peut être souvent les radiologues directement, donc des évaluations Sharewave 2 dimensions. Il y a plein de systèmes qui vont vous permettre là aussi de distinguer des fibroses peu significatives des fibroses significatives. Là, le choix a été de faire une mesure de l'élastométrie autour de 8 kPa comme seuil. Donc tout ceci, c'est intuitif, c'est du quantitatif. Et donc, à partir d'une élastométrie supérieure à 8, on recommande une prise en charge spécialisée. Et puis, pour les élastométries inférieures à 8, on revient donc à un contrôle des comorbidités et un suivi des patients pour s'assurer, encore une fois, par une évaluation annuelle, de l'absence de détérioration des situations hépatiques. Excusez-moi, vous tenez compte par ailleurs des marqueurs d'inflammation, qui des fois dans zone grise, on cas qui est négatif, mais avec une ferritinémie. Oui. Est-ce qu'on rapproche les. Alors, pas vraiment, parce que l'hyperferritinémie, dans les stéatopathies métaboliques, ce n'est pas vraiment un marqueur d'inflammation. C'est un marqueur de stéatose. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le grand excès, que ce soit dans le cadre du diabète, que ce soit dans le cadre de l'hypertriglycéridémie, de l'hypercholestérolémie, se dépose dans la cellule hépatique et la distond. Donc, ça perméabilise la cellule. C'est ça qui explique, en fait, la cytolyse. Globalement, les enzymes sortent. La GGT, qui est l'enzyme membranaire, est aussi libérée. Souvent, il y a des anomalies entre 2 et 5 fois la normale de ces enzymes. Et puis, ça libère aussi les protéines fabriquées par le foie, et notamment la ferritine, les protéines de transport de fer. Les hyperferritinémies chez ce patient-là peuvent aller à 1500. Mais si on fait ce qu'il ne faut pas faire, on mesure du fer intrahépatique en quantification IRM, en réalité, ils sont inférieurs à 36 micromole par gramme de foie, parce qu'il n'y a pas de surcharge à proprement parler. Il y a vraiment une libération de la ferritine. Et bon, je pense que si on testait d'autres protéines, vu que le foie fabrique toutes les protéines, on constaterait qu'il y a une augmentation à peu près du fait de cette perméabilité de toutes les protéines. Pour l'inflammation elle-même, alors on a chez les patients comme stéatopathie métabolique une CRP qui est augmentée. Je ne suis pas au courant, mais c'est probablement d'ignorance, de démonstration que le niveau de CRP soit associé au niveau de sévérité de la maladie hépatique et notamment donc, à la fibrose. Donc je ne sais pas comment on quantifie chez ces patients l'inflammation. Elle existe, même quand la CRP est inférieure à 1, mais je ne sais pas très bien comment on l'évalue.
Non, parce que ça me faisait penser à une autre question, mais qui n'a pas grand-chose à voir, en fait. C'est sur l'impact de la fibrose dans les carcinomes hépatocellulaires, notamment, sur, sur l'expression de certains gènes qui sont impliqués dans la migration des cellules tumorales. Donc, je me posais la question, est-ce que le degré de fibrose a un impact sur l'expression de certains gènes et donc sur l'expression de certaines protéines? La réponse est oui, hein. Il y a une association très forte, évidemment, entre le degré de fibrose et le risque de cancer. Donc, quelles sont les protéines impliquées comme ça pour la stéatopathie? Non, mais indépendamment du cancer, hors cancer. Alors, en cancer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a probablement quelque chose. Il y a probablement quelque chose parce qu'en réalité, contrairement au virus de l'hépatite C, à l'alcool, où c'est plus de 90% des patients qui font un cancer qui ont une cirrhose, dans la stéatopathie métabolique, il y a un tiers des patients qui ont pas de cirrhose. Et qui n'ont pas obligatoirement de cirrhose. Donc, il y a une discussion d'ailleurs sur le fait de modifier les recommandations de surveillance de ces patients. Parce que quand il y a de la fibrose extensive, on fait l'échographie de dépistage du cancer tous les 6 mois. Et quand il n'y a pas de fibrose extensive, la recommandation, c'est de faire une surveillance annuelle. Peut-être qu'en effet, peut-être si on avait l'identification d'un certain nombre de pays, ou l'identification éventuellement de facteurs inflammatoires favorisant le survie du cancer ou la progression de la fibrose, peut-être qu'il faudrait adapter. C'est exactement la même chose pour les risques de cancer. On se pose la question de savoir si les recommandations sur le dépistage, par exemple, du cancer du côlon, doivent être modifiées dans ces situations-là, vu que c'est 2 à 3 fois plus de cancer du côlon. Vraiment, il n'y a pas d'adaptation pour l'instant sur ces recommandations. Mais l'inflammation chronique le justifie. Aussi une question. Vous suivez la fibrose. Quand vous suivez des patients qui sont au stade de stéatose, vous pouvez prédire ceux qui vont évoluer vers la fibrose, si vous faites rien, vraiment, on fait un topic. À partir de quand de la durée de la stéatose, de l'intensité, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs, d'autres facteurs individuels qui vont faire qu'il y en a un qui va progresser, puisque c'est que 20%. Est-ce qu'on identifie des facteurs individuels? Le facteur, il y a l'âge, c'est constamment, vraiment important, c'est qu'on soit plutôt maintenir la surveillance. Et puis, il y a les comorbidités surtout. C'est particulièrement le diabète, c'est-à-dire que l'apparition du diabète change les choses en termes de risque. En termes de risque cardiovasculaire, il n'y a pas de doute. En termes de risque de cancer aussi. Et ça, on a cette donnée-là sur les risques de cancer en général, du foie, pour toutes les pathologies. C'est-à-dire que le diabète, la cirrhose, c'est des facteurs de risque relatifs de 5 à 15 à peu près, en fonction de différents types d'étiologies. Alors, c'est le marqueur principal. Il y a l'âge, les comorbidités, qui sont surtout le diabète et l'alcool, et qui fait à peu près par 3 le risque de survenue du cancer, il est fait par le biais généralement d'une majoration de la pathologie hépatique sous-jacente, mais pas que. C'est-à-dire qu'il a été récemment publié dans Nature l'an dernier qu'il y avait 2 histoires parallèles génétiquement déterminées des conséquences du syndrome métabolique, plutôt des patients cardiovasculaires ou plutôt des patients hépatiques, en termes de risque de complications. En réalité, il y a évidemment un spectre de l'un à l'autre, mais donc il y a plutôt des patients qui vont faire de la pathologie cardiovasculaire, puis d'autres qui vont progresser sans nécessairement avoir ces problèmes de pathologie cardiovasculaire. Mais âge, diabète et alcool, c'est bien sûr en plus de la cirrhose, les marqueurs principaux. La suivante. Bon, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu les évaluations de la fibrose par l'élastométrie. Généralement, on le réalise évidemment dans les services des pathologies pour évaluer la fibrose sous-jacente. Que ce soit l'élastométrie ou des tests non invasifs, toutes ces données, parce que c'est une histoire qui remonte il y a 20 ans, quand la France a développé le FibroScan d'une part pour l'évaluation morphologique de la fibrose, et puis le fibrotest et les autres tests non invasifs de fibrose, c'est le fait que l'acuité diagnostique de ces techniques est à peu près de 85%. Les OROC pour prédire une fibrose extensive, c'est 85 à 90%. Et tous ces tests ne sont pas parfaits. Et on a donc publié avec l'équipe de Beaumont dernier des données de la cohorte Quid-Nash, d'une cohorte de diabétiques avec stéatose. On a biopsié
On a biopsié 550 patients diabétiques avec stéatose. Donc justement, une partie recherche, il y a une partie clinique pour évaluer la performance des différents tests. Et on avait donc par comparaison aux données de la biopsie, à peu près 25% de faux négatifs des tests non invasifs de fibrose et 15% de faux positifs. Alors, beaucoup sont liés au fait qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont en surpoids, ce qui limite en fait la faisabilité et l'efficacité du fibroscan malgré les sondes XL. Et c'est juste pour dire, hein, toutes ces données sur les tests non invasifs doivent être prises avec recul. C'est très pratique pour un screening de base. Pour les patients, évidemment, il faut les analyser. Et si on a des doutes sur la performance des valeurs des fibroscans et autres, il ne faut pas hésiter à aller plus loin, notamment à la biopsie. On dit ça parce qu'on recevait dans soin de service beaucoup de patients de l'équipe de nutrition donc avec des obésités morbides. Et je veux dire que très souvent, on n'a pas les mêmes valeurs de fibroscan entre Pigmo et Cochin. Donc, bon, comme cette collaboration se fait beaucoup pour les participations à des protocoles, de toute façon, les patients ont souvent des biopsies, mais on a parfois des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Donc, ces tests non invasifs sont très pratiques, mais ne doivent pas être considérés comme une vérité biblique définitive et doivent être analysés. Et est-ce que cette stéatose, elle est homogène ou est-ce que la biopsie, elle peut subir un biais d'échantillonnage aussi? Bon, oui, c'est suffisamment homogène pour qu'on considère. Alors, il y a des stéatoses focales. Donc, on a des patients qui ont des images nodulaires en fait, hypoécogènes, donc pseudo-tumorales, diffuses, qui sont en fait des nodules de foie sain, donc foie stéatosique. Donc, ça, on le voit. Alors, quand c'est une seule, c'est assez simple de dire, notamment périvésiculaire, que c'est un petit kilo de foie sain, d'épargne stéatosique, mais sans ça, la stéatose elle est relativement diffuse. Que le plus souvent, ce sont des images comme celles que je vous ai montrées. Il n'y a pas de nodulation à proprement parler. Et par contre, il peut y avoir en effet des nodules hypoécogènes qui sont des carcinohépatocellulaires qui surviennent sur un foie métabolique et stéatosique. Donc c'est plus, alors là, les conditions de vascularisation à l'IRM avec un washing et un washing portal vont décider de ce qu'on fait par rapport à ça, par opposition à une zone d'épargne stéatosique. Et en fonction des types d'atteinte, des types d'école de fibrose, la nature de la fibrose est complètement pratique et la dureté du foie est identique en fonction. Oui, alors ça a été beaucoup regardé, hein, quel que soit le type de pathologie. Bon, comme toujours, il y a un certain degré d'hétérogénéité. Mais globalement, quand tu as un résultat à 15, c'est une cirrhose. Un résultat à 6, même si, alors bon, c'est pas dans la recommandation du fabricant, d'ailleurs, habituellement, et notamment avec les nouvelles machines de fibroscan, ils positionnent, tu as un test d'essai pour vérifier que tu as le bon cadre pour la mesure du coefficient d'atténuation et pour un retour efficace de la mesure de la vitesse du retour de l'onde ultrasonore. Et à ce moment-là, tu restes quand même en. Moi, j'ai toujours fait en fait plusieurs mesures et tu as vraiment des variations significatives des mesures que tu as faites. De toute façon, je pense que là aussi, enfin, je dis ça surtout pour les patients, il faut voir tous ces tests comme du semi-quantitatif. Donc, quand les patients passent de 5,8 à 7,1, c'est une catastrophe pour eux. Et quand ils passent de 7,1 à 4,8, c'est un miracle. Et pas du tout. Globalement, il y a peu de stéatose. Ensuite, passer de 15 à 18, de 18 à 12, surtout s'il y a une prise en charge, ce n'est pas le témoin obligatoire qu'il y a une réversibilité de la fibrose, il y a trop de fibrose. Et donc, on va suivre et éventuellement traiter ce trop de fibrose. Alors, là, donc, vous avez les tests, je ne vais pas du tout détailler parce que vous avez les aires sous la courbe avec des tests super sophistiqués qui ont été développés donc, dans le cadre des matchs. Donc, on rajoute aux tests usuels. Hein, donc, je ne vais pas aller dans le détail du tout, juste pour dire que le meilleur test combine des tests biologiques, les SOmétries, l'IRM, PDFF. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, on a une prédictivité qui est de 80 à 85%.
Donc, si on veut conforter l'information pour les patients, il ne faut pas hésiter à faire des biopsies. Voilà, alors la place de la biopsie à l'ère des tests non invasifs, je veux dire que nous, on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup en couinage parce que c'était l'un des critères de vision pour le patient dans la cohorte qui se poursuit et qu'on va rebiopsier 5 ans après. Et puis, on en a fait beaucoup parce que c'est exigé, ça a été longtemps exigé pour les protocoles thérapeutiques. Donc ça, je vais vous en parler, mais il y a eu une centaine à peu près de drogues qui ont été développées. Donc, on a proposé aux patients de tester ces drogues et l'évaluation de l'efficacité ou non de ces drogues était faite sur des données de biopsie hépatique. Je peux dire qu'en plus de l'approche non invasive, on a beaucoup biopsié, ce qui était un traumatisme depuis le développement il y a 25 ans maintenant des tests non invasifs, mais on y revient et je pense que c'est une bonne chose pour une pathologie qui va vous accompagner et conditionner aussi toutes les parties extra-hépatiques. Et donc, globalement, on fait la biopsie quand on a des doutes. Et quand on a des doutes, c'est parce qu'il y a des faux positifs ou des faux négatifs attendus. Pour l'élastométrie, c'est quand même surtout le surpoids, les côtes serrées, ça c'est rare chez les patients évidemment en surpoids, et puis les troubles cardiovasculaires, notamment tout ce qui est insuffisance cardiaque droite, invalide l'élastométrie. Et puis pour les tests biochimiques, que ce soit le fibro test, que ce soit les FIB4 et autres, c'est toute anomalie qui fasse qu'une interférence, par exemple, un syndrome de Gilbert avec une hyperbilirubénémie non conjuguée, va surestimer constamment la fibrose. Il ne faut pas faire de fibrotest au Gilbert, 15% de la population. Et puis, bon, il y a d'autres causes qui peuvent être à l'origine de surestimation, particulièrement l'âge. Pour le FIB4, à moins de 30 ans ou à plus de 75 ans, ce n'est pas très efficace. Voilà, donc quand il y a des discordances sur l'évaluation, on fait assez volontiers la biopsie hépatique. Je le redis, il ne faut pas trop hésiter, je pense. Il n'y a aucun élément pour le côté non défaut, fonction rénale, insuffisance rénale, sur des non mais comme risque facteur de risque d'erreur. À ma connaissance, l'insuffisance rénale, il n'y a rien. Non, alors en réalité, je vais en reparler parce que je n'ai pas dit la néphrologie, mais Oui, on va d'accord, mais que je vais parler de mais non, on s'en fout. Non, mais le cardiovasculaire, c'est évidemment le rein aussi. Et donc, non, il n'y a pas de risque lié je dirais, dans les faux positifs ou les faux négatifs. Bon, classiquement, c'est comme moi qu'on dit qu'il y a un risque de biopsie hépatique transpariétale chez les dialysés qu'on n'a jamais franchement vu, pas plus que chez les transplantés. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des biopsies hospitalières parce qu'on n'a pas de vrais soucis, en dehors évidemment des anticoagulants, si des anticoagulés ou pour d'autres problèmes vasculaires. Une question, le fibrotest continue à être utilisé autant. Je sais pas, de loin, on a l'impression qu'on voit moins de fibrotest que de fibroscan maintenant. Oui, c'est vrai que le fibroscan a pas mal remplacé le fibrotest pour une raison simple, c'est que tu as une réponse instantanée. Mais le fibrotest s'est bien développé et inclut maintenant aussi les pathologies alcooliques, les pathologies métaboliques, donc un H-test, un NASH-test, et maintenant ça s'appelle Fibromax. Donc pour le même prix, tu as l'ensemble d'activités, la fibrose, la NASH et la stéatose, quantifiées, et je veux dire que c'est, comme tous ces tests, très pratique. Bon, nous, on ne le fait pas parce qu'on fait FIB4 et l'élastométrie systématiquement, et parce que globalement, tu n'as pas le résultat de façon instantanée, que l'hôpital, globalement, ne veut pas rembourser un certain nombre de, je ne sais pas si c'est l'alpha-macroglobuline ou je sais pas, et donc on n'est pas remboursé, donc, mais ça fonctionne bien. La suivante. Bon, je vais passer au traitement parce que c'est vraiment un élément capital, c'est pendant très longtemps, ça a été assez perdu. Donc ça, je pense que vous l'avez vu pour plein de pathologies, donc la prise en charge de la multidisciplinaire. Très simplement, encore une fois, parce que la MASH, c'est une maladie systémique et pas uniquement une maladie hépatique, et que, comme je vous l'ai dit, les pathologies vasculaires oncologiques sont au premier plan devant les pathologies hépatiques,
Et que donc, il faut, je pense, intégrer dans la prise en charge de ces patients tous les intervenants. La nutrition, c'est une évidence. Les cardiologues et les néphrologues qui font des pathologies cardiovasculaires. À ce sujet-là, la progression de la fibrose, quelle que soit sa cause, majeure les risques cardio- ou rénovasculaires. Donc, globalement, pour moi, ce n'est pas complètement intuitif. Mais quand vous regardez, par exemple, le virus de l'hépatite C, qui en lui-même est hétérogène, au fur et à mesure de la progression de la fibrose, vous augmentez le risque de pathologie coronaire ou vertébro-basilaire. Et ce qui est fantastique, c'est que quand vous traitez les patients d'hépatite C, vous contrôlez l'inflammation. Vous savez qu'aujourd'hui, on traite sur 2 ou 3 mois seulement, on guérit tout le monde. On voit en fait l'épaisseur de l'intima carotidienne qui diminue au cours de traitement. C'est juste pour vous dire cet impact du contrôle de l'inflammation, on va dire hépatique, sur les atteintes vasculaires, donc cardio-rénovasculaires, est indiscutable. Et évidemment, pour les patients qu'on voit avec des syndromes métaboliques qui nous sont adressés directement pour la NASH, nous, on les envoie systématiquement au cardiologue pour des évaluations, donc Doppler et autres, scintigraphie d'effort en route, pour discuter donc, de la prise en charge. À peu près la moitié de nos patients sont suivis en diabétologie, et puis bien sûr, de plus en plus, on va essayer de la nutrition, des psychologues pour les habitudes alimentaires, de la chirurgie pour la discussion donc, de la chirurgie bariatrique. Et donc, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Je pense par exemple qu'à Pompidou, vous avez à peu près des intervenants. Nous, on a beaucoup de mal à avoir des nutritionnistes. Des cardiologues, c'est difficile de les mobiliser, mais les progrès sont quand même de plus en plus. Mais ça, la prise en charge multidisciplinaire, c'est majeur. Évidemment, avec les médecins traitants au centre dispositif, Bastille est là. Et donc, c'est vraiment lui qui, normalement, devrait panacher cette prise en charge. La suivante. Oui, alors bon, donc, cette prise en charge multidisciplinaire, ça va être le contrôle du diabète, ça va être le contrôle du syndrome de l'apnée du sommeil qui se présente très fréquemment, et puis c'est évidemment le traitement des pathologies cardiovasculaires dont nous, on s'occupe très peu. Juste un petit mot donc, sur statine fibrate, qui ont une mauvaise réputation, donc en tous les cas en termes de tolérance hépatique. Le risque d'hépatotoxicité des statines, il est inférieur à 1 pour 10 000. Globalement, il est assez habituel quand on introduit une statine, il y a une augmentation modérée des transaminases, donc une mobilisation de la graisse hépatique, et donc il y a une augmentation donc, modeste des transaminases qui ne doit pas limiter la poursuite du traitement. Il y a souvent des phénomènes d'adaptation enzymatique qui font que les choses vont revenir à la norme. Et si elles ne restent pas à la norme et qu'on est passé de 25 à 42, ça n'a absolument aucune importance. Donc il vaut mieux contrôler la dyslipidémie que de la laisser évoluer. Voilà, donc c'est évidemment une prise en charge intégrée pour tous ces traitements. Alors là, globalement, les recommandations, encore une fois, internationales sur la prise en charge, c'est principalement, quel que soit le type de traitement qu'on va envisager, les règles hygiéno-diététiques. J'ai plusieurs diapositives, mais je vais passer vite, sur le fait que c'est une révolution donc, culturelle pour les patients. Il va falloir qu'ils changent de mode de vie, sans ça, ça finira mal. Et donc, on a vraiment ça comme élément principal, avec une efficacité qui est de l'ordre de 15%. Donc, on n'est pas bon dans le discours autour de la vigilance hygiéno-diététique. On a besoin d'aide, mais on n'en a pas bon. Et puis, sans ça, il y a eu énormément de développement de médicaments, et je vais vous en parler. On va voir la prochaine sur l'efficacité des modifications du style de vie. Hein. Là, il y a plein de données, je ne vais pas détailler trop longtemps. Vous voyez qu'en fonction du pourcentage de perte de poids avec la modification d'alimentation et au moins 3 fois 45 minutes d'exercice physique par semaine, on arrive à réduire donc, la stéatohépatique, donc l'inflammation. Vous voyez que si on perd plus de 10%, quand même 90% de résolution de la stéatose et de l'inflammation, et on a pas loin de 50%, encore une fois pour 10% comme objectif,
de régression de la fibrose. Ça, c'est grâce, encore une fois, aux capacités de remembrage hépatique de la fibrose. Donc, il n'y a aucun doute, il y a eu des données randomisées contrôlées sur l'efficacité de modification du style de vie. J'ai une diapositive ensuite que je vais passer. C'est juste pour vous montrer l'efficacité en termes de résolution d'un âge, de régression de la fibrose, d'amélioration de la stéatose. On arrive à des chiffres quand même très impressionnants. Je pense que c'est plus de 10% de réduction avec juste un an d'effort. La suivante. Donc ça, c'est une vieille diapositive, vous voyez, qui montre l'activité, je dirais, dans le développement des compréhensions de la stéatogénèse et donc des voies de signalisation à contrôler par différents traitements. Donc il y a eu une centaine de produits qui ont été développés pour accélérer la lipolyse, pour contrôler l'inflammation, les stress oxydants, pour traiter la fibrose. Évidemment, l'idée, c'est qu'à moyen terme, il y aura nécessité des combinaisons de traitements, mais beaucoup de ces candidats se sont révélés inefficaces ou éventuellement toxiques. Et finalement, aujourd'hui, on a un nombre relativement limité d'options thérapeutiques. La suivante. Donc, le premier, parce qu'il a eu à l'automne dernier, donc il y a un an, sous l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, et il l'a eu donc 25 août en Europe. C'est le resmetirom, c'est un agoniste des récepteurs de la thyroïde, qui a un impact là aussi sur la lipolyse, sur le fonctionnement mitochondrial, tout un ensemble d'efficacité qui va être développé par le laboratoire Madrigal sous le nom de Resdivra en Europe, et qui, dans les essais contrôlés chez des patients ayant des fibroses intermédiaires, a montré de l'efficacité, une efficacité dose dépendante pour réduire la fibrose et réduire la stéatose. Il y a des effets métaboliques parallèles, et donc c'est la première drogue approuvée pour traiter la stéatohépatite, avec des résultats qui sont des résultats, je dirais, encourageants, par comparaison au placebo. Et ça, donc, regardez, c'est 10% d'efficacité. Dans beaucoup d'essais de phase 2, on était plutôt aux alentours de 15%. Et ce 15% d'efficacité, c'est juste ce que je viens de vous montrer sur l'efficacité des modifications des habitudes de vie. Donc, dans tous les cas, elles sont nécessaires, mais on va pouvoir amplifier la résolution de la fibrose et l'amélioration de la stéatose et de l'inflammation. Alors, il y a beaucoup de produits qui sont en développement au cours de phase 3. Le lanifibranor a été présenté toujours l'an dernier, une drogue qui a des effets qui s'est fait d'efficacité pipare, assez efficace, et le survol du titre, donc, qui donnent tous des résultats assez comparables, mais c'est le resmetirom qu'on aura à disposition si les discussions sur le prioritisme assez rapide. La suivante. Excusez-moi, juste pour cet agoniste. Le récepteur, là, il exprime en quoi uniquement? Alors, en tous les cas, il n'y a plus d'efficacité hépatique. Il n'y a aucune modification du bilan thyroïdien, aucun impact extra-hépatique. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Alors, deuxième possibilité, hein, c'est le sémaglutide, que vous connaissez, fait de son succès dans le diabète comme agoniste dans les GLP-1. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de publications montrant l'efficacité des agonistes GLP-1, non seulement dans le diabète, dans l'obésité, mais aussi dans les stéatohépatites, quel que soit d'ailleurs le niveau de fibrose des patients. Et donc, il y a eu aussi son AMM aux États-Unis, comme il y a eu d'ailleurs en Europe pour l'obésité et les pathologies cardiovasculaires. Et les discussions là, sur les prix sont en cours. C'est vraiment des discussions difficiles, puisque vous savez que Wegovy est remboursé pour l'obésité ou pour les pathologies cardiovasculaires, malgré un bénéfice. Et donc, on voit l'efficacité sur les risques d'événements hépatiques
chez les patients avec des pathologies hépatiques avancées et un diabète. Ça, c'est extrait des milliers de données disponibles dans le développement, évidemment, du semaglutide pour le diabète. Et là, c'est des doses diabétologiques. Des doses... Alors, ce ne sont pas les mêmes doses que pour le diabète. C'est-à-dire que généralement, pour le diabète, on est plutôt aux alentours de 1 mg par semaine, avec un essai de monter jusqu'à 1,5 mg. Pour le foie, les essais ont été faits pour des posologies hebdomadaires de 2,4 mg par semaine. Sachant qu'en réalité, le diabète, on est plutôt à 1, et que pour le foie, on est plutôt à 1,5, pour du fait de la tolérance digestive, avec souvent des difficultés à monter au-delà de 1,5. Ce qui veut dire que si un patient diabétique est traité avec du SEMA à dose diabétologique, avec de l'Ozempic, on ne peut pas s'attendre à une amélioration du... Si, parce que tu vois, ces données-là sont des données qui viennent en fait pas de l'étude Essence, qui est l'étude de phase 3, où on a fait donc un essai randomisé contre placebo à 2,4. Je le redis, la plupart des patients n'étaient pas à 2,4, mais dans le cadre des données des patients traités dans le cadre de leur diabète avec des pathologies hépatiques. Donc, on a un bénéfice, même, et en fait, tous ces bénéfices sont liés à la perte de poids. C'est à peu près 15% de perte de poids, et en parallèle, bien sûr, de l'inflammation et du syndrome métabolique. Et il y a l'amélioration des paramètres hépatiques qui est observée au bout de combien de temps de traitement? C'est assez rapide. C'est assez rapide, donc il y a une diminution des transaminases. Alors, la stéatose chez un diabétique, tu t'en débarrasses pas. Chez un patient qui a une hypertriglycéridémie, il garde la stéatose. Mais globalement, c'est bénéfique via la perte de poids et éventuellement d'autres mécanismes sur la mitochondrie, sur la lipolyse et autres, c'est le fait que tu as une réduction comme de la stéatose, donc une réduction de l'activité associée, et donc tu as généralement, au bout d'un mois et demi, 2 mois, une amélioration du bilan biologique hépatique. Mais dans l'étude Quid-Nash, on avait décidé de biopsier des diabétiques donc avec stéatose, quelle que soit leur transaminase. Et donc le taux médian de transaminase qu'on avait pour les patients, les 550 patients inclus, c'était 28 transaminases pour les femmes, 32 pour les hommes. Donc ils n'étaient vraiment pas sélectionnés sur le chiffre élevé. Et tu avais 38% de fibrose avancée. Donc, chez le diabétique, c'est vraiment un sujet parce que dans la cohorte Constance, par exemple, à partir du NFI et du test de Flom, c'était seulement 7% des patients diabétiques par rapport aux 2,8% qui avaient une fibrose avancée. Là, dans Quid-Nash, où c'est de la biopsie, c'est 38% des patients diabétiques. C'est les patients diabétiques qui sont dans les services de diabétologie de la Lariboisière et de Cochin, peut-être un petit peu sélectionnés par rapport aux 90% de diabétiques qui sont suivis en ville. Je ne sais pas si c'est une explication, mais c'est juste pour dire que les transaminases elles-mêmes ne sont pas trop sujet pour la plupart de ces patients. Ce qui est d'ailleurs un problème, en fait, pour le dépistage. La suivante. Donc, juste pour finir, on a aussi comme possibilité thérapeutique la chirurgie bariatrique. Je veux dire que c'est le traitement qui a montré la meilleure efficacité. Évidemment, on traite l'obésité. Mais en parallèle, pour les patients, ça c'est une très belle étude de l'équipe de Lille qui a suivi les patients sur 5 ans avec une biopsie initiale à 1 an et à 5 ans et qui a montré, la réversibilité de la cirrhose qu'on connaissait, quel que soit le type de cirrhose. Vous voyez là la fibrose sévère qui évidemment s'amenuise avec le temps. Et puis 2, l'amélioration de stéatohépatite, donc une réduction d'âge et de fibrose avec la chirurgie bariatrique. Mais la limite, je dirais, de la chirurgie bariatrique, c'est que habituellement, elle est contre-indiquée chez les patients cirrhotiques et du fait des risques de varices œsophagiennes. Alors, tous n'ont pas des varices œsophagiennes, donc certains chirurgiens acceptent malgré tout faire la chirurgie bariatrique chez les cirrhoses de Child-Down. Et puis, on a fait, donc, avec l'équipe de CDC HRIBF, on participé au recrutement d'une étude franco-belge sur les sleeves endoscopiques, donc de faire plutôt que de la sleeve chirurgicale, la sleeve endoscopique qui montre aussi une amélioration donc, des index, encore les résultats complets, mais à la fois sur
stéatohépatite et sur fibrose. Donc le message, c'est qu'on commence à avoir des traitements disponibles. Le meilleur traitement, et qui est de toute façon indispensable, même avec les traitements pharmacologiques, c'est les modifications donc, des habitudes de vie, alimentaire et d'activité physique. Et puis, s'il y a de la fibrose significative, on ne propose pas du tout des traitements chez les patients qui ont peu ou pas de fibrose, parce que ça n'a probablement pas d'intérêt, par contre, on les surveille. Mais pour ceux qui sont F2, F3, on propose un traitement. De plus en plus pour les F4, semaglutide a montré son concurrent, d'ailleurs, l'efficacité chez les patients avec fibrose cirrhotique. Et globalement, pour ceux qui ont une obésité morbide, on peut aussi discuter dans des perspectives de réduire les risques de complications vasculaires, hépatiques et autres, la chirurgie bariatrique. Voilà, donc, globalement, quand on a un patient avec une MASH, pour la stéatose simple, donc évaluée encore une fois par une test non invasive, surveillance tous les ans à tous les 3 ans en fonction des comorbidités. Les MASH avec une fibrose minime, on fait une surveillance annuelle. Et celle avec une fibrose avancée, on fait une échographie comme toutes les fibroses avancées, tous les 6 mois, prise en charge des comorbidités, évidemment, pour tous ces patients. Et donc, globalement, dans ces situations-là, la discussion donc, de traitements spécifiques avec le resmetirom ou les agonistes GLP. Donc, en conclusion, situation super fréquente, les stéatopathie métabolique, il faut dépister les populations à risque. Et ne pas oublier l'alcool qui maintenant est un petit peu inclus quand même dans la définition. Donc la dichotomie métabolique et alcool, c'est en fait souvent les deux. Mais juste les patients qui ont un abus d'alcool, dans la moitié des cas, ils ont un syndrome métabolique. L'inverse, c'est à peu près vrai, donc c'est souvent de la pathologie quand même mixte. La prise en charge multidisciplinaire, elle n'est pas tellement faite dans le monde. Elle est probablement absolument indispensable. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est pris en charge en cardio, en diabète, il faut négliger les autres prises en charge, notamment les pathologies. Et avec les méthodes non invasives, on s'en sort généralement pour savoir qui référer dans les services donc experts pour discuter des traitements spécifiques de la MASH. En plus, bien sûr, du traitement des facteurs de risque et des modifications du style de vie. Voilà, merci de m'en C'est le professeur Segni. Viens, Christophe, on est internés ensemble. Bonjour. Pardon. Merci beaucoup. J'ai une question dans les commentaires. Tu as parlé un peu de fibrate. En fait, je ne sais toujours pas quelle est la place des fibrates dans la pharmacopée en France. Je veux dire, en défaut, ça ne va pas d'intérêt. En cardiovasculaire, ce n'est pas très clair. On a quand même un réseau qu'on fait baisser de la télé, il n'y a pas de problème. Nous, ça nous fait chier parce que ça fait monter la créatinine et donc on a habituellement tendance à proposer aux patients de passer à une statine. Mais est-ce que finalement, il y a des indications en dehors du pancréas, mais hépatiques à traiter finalement les triglycérides, faire baisser les triglycérides, mais utiliser encore des statines pour ça en fait? Alors, complètement d'accord avec ton commentaire. Globalement, on n'utilise pas les fibrates, sauf chez les patients qui sont intolérants aux statines, qui veulent prendre les bêta et autres nouveaux traitements. Donc, c'est vraiment une minorité de patients. Nous, on l'utilise en fait, ça vient de données franco-japonaises, dans les cholangies biliaires primitives. Donc, on utilise le bezafibrate parce que dans les formes résistantes à l'acide morphodéoxycholique qu'on poursuit, on augmente l'efficacité de bezafibrate. On l'utilise uniquement dans cette application-là, avec d'ailleurs peu de problèmes hépatiques et tolérance musculo-tendineuse, donc ça fonctionne assez bien. Il y a 2 nouveaux produits qui s'appellent le Léafibranor et c'est la Velpar, qui sont développés, qui ont été approuvés d'ailleurs par l'EMA, mais qu'on n'a pas à disposition. On a eu en fait un traitement d'accès précoce, des discussions de prix qui font que probablement, comme beaucoup d'autres produits, ne sera pas développé en France, mais dans d'autres pays. Et donc, ouais, pas de place pour les fibrates. C'était la question aussi. Moi, j'avoue que je ne traite pas les hypertriglycérides
Sauf ceux qui ont sauf ceux- une série des. Voilà. En vrai, c'est toujours mieux, mais dans D'autres questions? Est-ce qu'on a eu un certain nombre pendant le topo? Bah, encore une fois, merci de l'honneur et tout ça. Alors, je vais arrêter le partage. Attends, alors, je regarde juste dans le chat s'il y avait. Bon, ça devrait aller. Donc, j'éteins et ça sera mis sur. Enfin, ça sera peut-être envoyé si j'y arrive. Je suis sûr que tu pourras le regarder. Voilà. Justement,